idées était de proposer aux artisans, on va dire, de l'époque, un moyen de perfectionner leur art. Et en fait, assez rapidement, du coup, on passe de la monstration à la démonstration. D'abord parce que parmi les premiers personnels du CNAM sont les démonstrateurs. Et si jamais on prend cette fois-ci la définition de démonstration, eh ben, il y en a beaucoup. Alors là, c'est le Larousse qui donne au moins cette définition. Et je trouve qu'elle s'applique assez bien à l'établissement et à la façon dont il se positionne justement par rapport à cette question de l'objet et de l'apprentissage par l'objet. Je commence par la deuxième définition, c'est l'action de montrer à quelqu'un ou au public en quoi consiste un sport, un art, une technique et en particulier, action de montrer son savoir-faire dans ces domaines. Donc là, on est vraiment au cœur des démonstrateurs de 1798, parce que ça n'a pas été dès la première année de la création, et donc avec des personnels qui étaient là pour expliquer à partir de l'objet, effectivement, un certain nombre de préoccupations techniques. Mais assez rapidement, et c'est là où comment dire, la focale s'élargit à l'ensemble du CNAM d'aujourd'hui, on va dire, puisque la première définition de démonstration, c'est l'action de démontrer, de rendre évidente la vérité d'une loi scientifique, d'un raisonnement, d'une donnée objective. Et donc, il y a à la fois, effectivement, cette démonstration du fonctionnement des choses, mais assez rapidement, le CNAM est devenu aussi un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, et donc est enquis de la façon de démontrer du mieux possible, donc d'apprendre aussi du mieux possible à un public large. Donc là arrive la société qui est forcément au départ du projet, pour effectivement pouvoir donner des clés de savoir à un public le plus large possible, avec cette préoccupation de faire comprendre des choses complexes et en ce faisant, de pouvoir améliorer enfin, la citoyenneté des gens finalement, puisque la science et la technologie, depuis longtemps, sont au cœur d'un certain nombre de débats de société. Et si on saute les nombreuses dizaines d'années et même les siècles qui nous séparent de ces débuts du CNAM, on se retrouve dans un établissement qui a bien comme préoccupation, effectivement, de jouer son rôle pleinement dans la démonstration, que ça soit à travers les objets de son musée, mais aussi à travers les enseignements et les actions de ses enseignants-chercheurs pour aider à cette compréhension du monde et notamment du monde technique, mais pas que. Donc ça, c'était voilà, la légitimité, si je puis dire, de votre présence, en tout cas parmi nous. J'en profite pour dire que la définition numéro 5 du Larousse sur démonstration, c'est manifestation de joie, d'amitié, etc., surtout au pluriel. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires qui sont dans cette salle finalement. Et en particulier, de faire un petit voilà, point d'attention sur le réseau Remédis, dont je sais que voilà, un certain nombre d'entre vous en font partie, qui est une manifestation d'amitié, certes, mais aussi une manifestation de la volonté collective de se pencher sur les questions de sciences et société ensemble et d'apporter des réponses académiques, on va dire, des réponses euh, scientifiquement articulées autour des questions de médiation, la médiation étant une façon de transmettre, mais aussi aussi un objet d'étude, et c'est donc tout le beau projet de ce réseau Remédis. Voilà, quelques mots introductifs, et je passe la parole à Stéphane qui va compléter. Merci Pascal, bonjour à toutes et tous. Stéphane Lefebvre, je suis l'adjoint de l'administratrice générale en charge de la recherche au CNAM. Un très grand merci Jean-Claude, cher Jean-Claude, pour l'organisation de cette journée qui réunit de très nombreux laboratoires du CNAM
Et merci également à l'ensemble des participants, alors que ce soit du CNAM, mais aussi de collègues d'autres établissements et institutions. Puis je remercie tout particulièrement Sylvane Casademont qui a dirigé l'IHEST, Alain Fuchs, président de Paris Sciences et Lettres, et Rigas Arvanitis, directeur du CEPET et du président du Global Research Institute Paris, et qui nous font l'honneur de participer à la toute première table ronde. Très heureux vraiment de l'organisation de cette journée sur les thématiques des sciences avec et pour la société, du très riche programme, Pascal en a parlé, et des différentes tables rondes organisées toute la journée jusqu'à la clôture ce soir au musée pour le vernissage de l'exposition Explorer l'infiniment. Très heureux également que le CNAM et son musée nous soyons associés dans le cadre de cette journée avec l'environnement des sciences avec et pour la société et les acteurs de la médiation. Pascal a parlé du GIS Remedis, également l'association des musées et centres de culture scientifique et industrielle, l'AMSTI, et puis enfin des responsables de sciences avec et pour la société d'université. Pascal Hortel a parlé du rôle historique majeur du CNAM en matière de diffusion de la culture scientifique et technique et de l'importance du musée des arts et métiers dans le développement de savoirs utiles pour la société et l'industrie. L'administratrice générale a mis en place un cycle de conférences, l'aventure des inventions, qui a été ouvert par Hugo Deménil-Copin autour de la Pascaline et qui confirme notre volonté de maintenir ce rôle fort. Alors, c'est pas à vous que je vais apprendre que la technologie, les évolutions scientifiques sont parfois source d'inquiétude, de remise en question, parfois totalement détournées ou niées. Et comme chacune et chacun d'entre vous, totalement convaincu de la nécessité d'une parole académique mettant en valeur les démarches scientifiques. Alors, pour parler un tout petit peu recherche, je voudrais saluer toute la richesse des activités du CNAM sur deux sujets un petit peu parallèles. La première, c'est, et en lien en tout cas avec la société. La première, c'est la diffusion très large et la volonté des laboratoires du CNAM de diffuser très largement leur recherche et de l'ouvrir vraiment à travers des publications ouvertes au grand public, d'ouvrir les activités de recherche vers le grand public. C'est un point qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, et je ne peux que me réjouir aujourd'hui de l'importance donnée à ces activités, notamment dans l'évaluation des laboratoires. Et puis un autre sujet qui touche cette fois aux recherches participatives, aux recherches-actions, et qui là aussi concerne la totalité des laboratoires de sciences humaines et sociales du CNAM, avec une activité vraiment très riche sur ces questions de recherche participative. C'est pas simple, les recherches participatives, donc c'est vraiment très en lien avec la société. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'implication de la part des collègues qui portent ces projets, des financements qui sont extrêmement difficiles à trouver, et une valorisation des activités qui peut prendre un certain nombre d'années. Donc je voulais vraiment féliciter et remercier tous nos collègues qui sont impliqués sur ces sujets, et ils sont très nombreux dans la salle à être présents. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle et très riche journée d'échanges et de débats, et merci sincèrement de votre présence importante. Il y a beaucoup d'inscrits, et bravo Jean-Claude. Merci à toutes et tous. C'est quand même d'une vastitude assez vaste. Quelle science pour un monde en tension. C'est à peu près abriter tout ce qu'on veut là derrière, donc ils abriteront leur point de vue et vers quoi ils veulent. Mais je voulais commencer par une petite boutade et vous dire que je n'ai que 3 mots à dire. Et ces 3 mots, ils sont délibération, stratégique et université. Parce que quand on parle de science avec et pour la société, Pascal, tu l'as dit, on a les traditions de politique publique en France, de politique publique autour de la culture scientifique et technique et du développement de la culture scientifique et technique. Et on
on en connaît une bonne part, et dans la salle, il y a beaucoup de représentants de ce milieu-là. Mais pour ce qui concerne la politique européenne, puisque c'est de là dont est partie la politique science avec et pour la société, poussée en cela par un certain nombre de transformations épistémiques, on dit dans certains milieux issus des Science and Technology and Policy Studies, on a quelque chose d'un peu plus vaste et en même temps qui englobe ou n'englobe pas une autre partie qui en France relève d'une autre politique publique, qui est la politique d'innovation, de transfert, qui, sur ces questions de science avec et pour la société, est brouillée. Et d'ailleurs, on a plusieurs vocabulaires. On a par exemple des vocabulaires autour de la troisième mission de l'université, qui intègre le lifelong learning, l'innovation, etc. Et les trois mots, délibération, stratégique et université, résument les 40 années de transformation, tension à l'intérieur de l'espace où se déploient les rapports science avec et pour la société. C'est un peu ça que le débat et la discussion d'aujourd'hui va peut-être mettre au jour, discuter. L'idée n'est absolument pas aujourd'hui d'avoir un cours, bien que le dispositif scénique soit celui d'un cours classique, mais bien de discuter. Délibération parce que depuis 40 ans, et je tiens ça d'un ouvrage d'ingénieurs, alors les seuls ingénieurs sérieux de la Terre, c'est-à-dire les ingénieurs hollandais, bien entendu, donc de l'université d'Eindhoven, l'université technologique d'Eindhoven, qui, de manière très, très intelligente à propos de la technologie, disent que le dernier âge, après la technocratie, mais la force de la technique, à partir de Endless Frontier Report de Vannevar Bush, le dernier âge, c'est celui de la délibération. Et à mon avis, de manière extrêmement intéressante, et il y a dans la salle de quoi discuter et qui peut discuter, ça n'est pas seulement l'idée qu'on se fait, par exemple, autour de la science participative, de la recherche-action participative, dont un certain nombre d'entre nous sommes plutôt promoteurs, mais c'est aussi toute la question de la consommation, user-centered, de tout le rapport qu'il y a, et les ingénieurs hollandais prennent comme exemple le grand barrage qu'il y a, qu'on connaît tous, sur lequel on est passé, un grand barrage qui ouvre ou ferme ses vannes du grand, je ne sais plus le nom, mais du grand lac interne, et qui a été transformé dans sa conception sur base de batailles de la société civile pour permettre que ce grand lac ne s'ensable pas et qu'on maintienne les équilibres écologiques, etc. C'est donc la répercussion de l'action sociale, de la consommation sur la science, sur la technoscience plus globalement, puisque nous sommes dans un régime technoscientifique. Stratégique, pourquoi stratégique? Parce que nous sommes à l'ère et à l'heure de la science stratégique et de la recherche stratégique. Alors en fait, ça, peut-être que vous le connaissez moins parce que c'est une politique publique et qu'on est au CNAM et pas à Sciences Po, et donc que c'est moins net dans nos mémoires. Mais si je vous dis excellence, vous ne vous prenez pas immédiatement pour un ambassadeur ou une ambassadrice, mais vous avez immédiatement en tête les programmes d'excellence, tout ce qui va avec. Et le tout ce qui va avec, c'est l'idée transformation d'un régime qu'on appelait le régime Endless Frontier vers un régime dominant, hein, pas unique, mais vers un régime qui est un régime dit stratégique, c'est-à-dire qu'on planifie les résultats, ou en tout cas les utilités de la science. Et là-dessus, il y a, c'est pas les Hollandais, c'est les Flamands, une histoire européenne extrêmement forte. Et par boutade, je dirais, nous allons tous devenir chinois, c'est normal, parce qu'ils ont la puissance et la massivité du point de vue de la science. On en est à 40 à 50% de production de la recherche et des papiers au niveau mondial en Chine. Ça ne peut pas manquer de transformer l'ensemble, mais le démarrage, moi je croyais que c'était plutôt les États-Unis. Eh bien non. C'est mes excellents amis flamands qui, dès les années 80 et même avant,
pour des raisons non scientifiques en premier lieu, et c'est ce que montre aussi aux États-Unis Elizabeth Pope-Berman, pour des raisons identitaires, et c'est la même chose qui se passe dans le monde, pour des raisons identitaires et politiques, ont parié sur une stratégie et un imaginaire technoscientifique de l'ordre de la compétition, et de la compétition forte et violente, interne, sur base de critères que vous connaissez maintenant tous très bien, nombre de papiers, ranking, patin, couffin, et tout le monde y est allé. Évidemment. Tout le monde, pas tout à fait. On pourra en discuter, puisque en fait, ça ne se passe pas comme une lettre à la poste. Il y a le local, si j'ose dire, les institutions ont de l'importance. Université, parce que université, c'est l'unité pertinente au niveau mondial de la science, de la production scientifique. Ça n'était pas l'unité pertinente en France. Et là, ça nous pose des problèmes, mes collègues vont en parler. Ça n'est toujours pas tout à fait l'unité pertinente en France. Regardez le pognon de dingue qu'on abat sur Saclay pour y arriver. Bon, mais peut-être on pourrait en discuter sur le on y arrive. Mais à l'échelle mondiale, 18 000 universités. 18 000. Et quand on regarde combien se sont créés dans les 40 dernières années, c'est l'essentiel. Avec un modèle standard, un imaginaire standard, et cette université, elle est l'unité pertinente des sciences avec et pour la société depuis peu. Depuis que le ministre Vidal, en réalité depuis que les politiques européennes ont décidé que c'était les sciences avec et pour la société, mais métabolisées, revues dans le cadre français. Donc ces trois mots, en fait, sont conjoints. Et les sciences avec les sociétés, c'est tout ça. Alors Pascal a rappelé que c'était aussi tout le mouvement d'éducation populaire, d'éducation du peuple et des enfants comme des adultes pour qu'ils deviennent de bons scientifiques. Mais ça n'est qu'une petite partie. Alors voilà, la journée dans mon esprit et dans l'esprit du laboratoire HT2S, de Loïc et de Pascal et de Stéphane a comme but précis de nous permettre de combattre, de penser contre ce que je viens de dire, de penser contre vous-même, de débattre, parce que si le mot délibération a un sens, le mot esprit critique et le mot liberté académique en a un beaucoup plus important. Et, en tout cas, si on veut que le savoir continue à exister et à se développer, et donc exerçons-le, c'est notre honneur et notre liberté. Voilà, pour introduire cette journée. Alors, vous avez le programme, on va vous le